Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle plongée approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui va probablement bouleverser pas mal d'idées reçues pour notre auditoire. Salut. Ouais, je pense qu'on a de quoi surprendre pas mal de monde aujourd'hui avec nos sources. Complètement. Alors, pour donner un peu le contexte, on rassemble aujourd'hui des données issues d'experts, d'ONG et de reportages de terrain en lien avec la quatrième édition du GITEX Africa. C'est un événement majeur qui se déroule en ce moment même, du 7 au 9 avril 2026, à Marrakech. Et c'est vraiment une mine d'or d'informations sur ce qui se passe sur le continent en ce moment. C'est ça. Et la mission de notre exploration, c'est de comprendre un phénomène assez vertigineux. En gros, quand on pense intelligence artificielle, on pense tout de suite Silicon Valley ou peut-être la Chine. Ouais, c'est le réflexe classique. Sauf que l'Afrique est en train d'utiliser l'IA pour faire ce qu'on appelle du leapfrogging, c'est-à-dire qu'elle saute des étapes entières de développement industriel pour redéfinir son économie. Exactement. Et pour poser un peu le décor de ce Gitex Africa, il faut bien comprendre que ce n'est plus un simple salon technologique local. C'est devenu beaucoup plus gros que ça, non? Ah oui, on parle de 130 pays représentés, il y a plus de 400 investisseurs internationaux de premier plan et quelque chose comme 1450 startups. C'est énorme. C'est massif. En fait, l'événement agit carrément comme un instrument de gouvernance mondiale maintenant. Les accords qui s'y signent redessinent l'architecture même de la tech de demain. Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'il y a un paradoxe qui me saute aux yeux quand on regarde les faits. Moins de 2% des données mondiales sont stockées en Afrique. Ouais, les chiffres de base sont très bas. Et plus de 75% des habitants n'ont pas encore un accès complet à une connectivité stable. Donc, avant de parler de start-up géniales, il faut parler des fondations. C'est le nerf de la guerre, l'infrastructure. Voilà, c'est un peu comme vouloir construire la plus grande et la plus moderne bibliothèque du monde, mais se rendre compte qu'on n'a ni les fondations en béton, ni les autoroutes pour amener les livres. L'IA a besoin de cloud data centers, de serveurs énormes et de la 5G en fait. Et c'est là que ça devient fascinant d'un point de vue géopolitique, tu vois. Si on relie ça à une vision plus globale, le Nord a des infrastructures hyper vieillissantes. Et qui coûte cher à maintenir, j'imagine? Chères, oui, mais surtout elles sont vulnérables aux instabilités énergétiques et politiques actuelles. Du coup, face à ça, l'Afrique devient une terre d'opportunités sécurisées. Ils partent d'une page blanche. Ce qui nous amène à cette notion de souveraineté qui partage d'ailleurs la vedette avec la cybersécurité au GITEX. Mais il y a un truc dans les documents qui m'a vraiment fait tiquer. Ah oui, sur la comparaison avec l'Europe. Exactement. Les sources affirment que, concernant la souveraineté de l'IA, l'Afrique est quasiment sur un pied d'égalité avec l'Europe. Au début, je me suis dit, attends, l'Europe a des moyens fous, des lois hyper complexes, comment ça peut être comparable? En fait, l'ironie, c'est qu'aucune des deux régions n'a de véritable souveraineté totale face aux États-Unis ou à la Chine. Ah, d'accord. Le niveau zéro est le même pour tout le monde en gros. C'est un peu ça. Avoir des lois ultra sophistiquées, ça ne sert pas à grand-chose si tes données sont hébergées sur des serveurs californiens. La vraie bataille, elle se gagne sur le sol, sur l'infrastructure physique. D'où l'importance de ce programme Morocco Digital 2030 dont parlent nos sources. Absolument. Le but de ce programme, c'est de créer des cloud data centers dédiés et souverains. Et ça attire du lourd. Faut savoir qu'Oracle vient juste d'installer son tout premier centre de recherche et développement africain au Maroc. Donc la recherche se délocalise aussi. Ce n'est plus juste de la vente de logiciels américains. Exactement. Et bien sûr, tout ça est indissociable de la cybersécurité. Parce que construire des serveurs sans les protéger, ça n'a aucun sens. C'est clair. Bon, maintenant que ces fondations se mettent en place, faisons la transition vers la réalité du terrain. Parce que la théorie, c'est bien, mais comment ça se passe pour les citoyens au quotidien? C'est là qu'on voit vraiment le fameux leapfrogging en action, notamment avec les retours du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ouais, le rapport sur le Sénégal est hyper parlant. L'IA n'y est plus du tout une mode, c'est déjà intégré partout. Dans les universités, par exemple. Oui, les étudiants utilisent ChatGPT machinalement. Dans les médias, on s'en sert pour le fact-checking ou l'analyse d'audience. Même les hôpitaux s'y mettent pour les diagnostics de santé. Et le gouvernement sénégalais pousse fort. Ils ont un pavillon énorme au Gitex avec bien 30 ou 40 entreprises présentes. C'est énorme. Ouais, et ils ont cette plateforme gouvernementale e-Sénégal. Le but, c'est d'automatiser les services publics. Et la Côte d'Ivoire suit le même chemin avec l'IA dans l'administration ou dans les services financiers avec des applis comme Wave. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant et que je me pose des questions. Sur l'impact social. Oui, voilà, remplacer des tâches administratives par de l'automatisation dans des pays où l'accès au réseau est encore inégal, est-ce que ça ne risque pas de créer un fossé immense? Genre,
Une élite hyper connectée d'un côté, et de l'autre, la destruction d'emplois traditionnels pour le reste de la population. C'est une excellente question, et ça soulève un point crucial qui est très débattu en ce moment sur la régulation de l'IA en Côte d'Ivoire. Les défis sont réels, J'imagine que les syndicats ou les travailleurs s'inquiètent. bien sûr, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif premier des gouvernements ici, ce n'est pas de licencier pour faire des économies. Le but, c'est de contourner des bureaucraties obsolètes. En gros, débloquer le système. C'est ça. Si c'est bien encadré, l'IA devient l'essence même du développement inclusif. Au lieu d'avoir un citoyen qui doit faire des jours de voyage pour un simple tampon sur un document papier, un système automatisé règle ça en quelques secondes. Donc, ce n'est pas la destruction de l'humain, mais la destruction des blocages. C'est fascinant. Mais face à ces bouleversements, qui sont vraiment les architectes de tout ça? Eh bien, c'est la jeunesse. Une jeunesse qui est totalement AI native. Ouais, on voit bien qu'ils avancent beaucoup plus vite que leur propre gouvernement. Et d'ailleurs, ce programme marocain, Morocco 300, qui subventionne 300 startups pour qu'elles aillent pitcher directement devant les investisseurs au Gitex. Et les résultats sont là. On voit émerger de vrais champions de la fintech un peu partout. Au Nigeria, en Égypte, au Sénégal, en Tunisie. Mais il y a un terme qui revient très souvent chez ces jeunes, et j'avoue que ça me rend un peu sceptique. Ils parlent beaucoup de easy money. Ah oui, l'argent facile. Franchement, quand on entend des jeunes parler de créer de l'argent facilement avec l'IA, on a l'impression d'être face à un mirage, tu sais, genre une bulle spéculative prête à éclater. Est-ce que c'est vraiment viable de faire de la crypto-monnaie, du freelancing mondial automatisé à outrance? Je comprends tout à fait ton scepticisme. C'est vrai que le terme easy money peut faire peur. Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut le voir autrement. Il ne s'agit pas d'argent magique, C'est quoi alors? de la débrouillardise optimisée. C'est une adaptation fulgurante? Pense au cycle d'innovation. Avant, intégrer une nouvelle technologie, ça prenait 5 ans. Ensuite, c'est passé à 2 ans, ouais. Puis à 3 mois, avec l'arrivée des algorithmes sociaux. Et aujourd'hui, avec la compétition internationale sur l'IA générative, la technologie change tous les 2 à 3 jours. Tous les 2 ou 3 jours. C'est impossible à suivre pour une école classique. Exactement. Et cette jeunesse l'a compris. Ils ne retournent pas à l'université pour apprendre un logiciel qui sera obsolète à la fin du semestre. Ils pratiquent le learning by doing, l'apprentissage par la pratique en temps réel. Ils captent la valeur mondiale instantanément, en fait. Voilà, c'est ça le easy money. C'est de l'hyperagilité. Et ça s'applique à des domaines totalement inattendus. J'ai été bluffée par cette histoire de divertissement, avec ce qu'on appelle le danju. Ah oui, le cinéma vertical. C'est énorme. C'est fou. Un marché popularisé par la Chine et TikTok, pensé pour les téléphones portables, les sources parlent d'un marché mondial pesant entre 8 et 10 milliards de dollars. Et les jeunes créateurs africains s'engouffrent là-dedans avec l'IA. Ils produisent, traduisent et distribuent ce format massivement, sans passer par les studios traditionnels. Ça, plus l'innovation dans la HR Tech, donc les technologies liées à l'emploi, tout ça se retrouve en compétition au GTEx, notamment lors de l'événement Supernova pour lever des fonds. L'énergie est juste dingue. C'est une vraie révolution économique par le bas, menée par la jeunesse. Mais l'IA, ça ne sert pas qu'à faire du profit rapide ou des séries pour smartphone. Et c'est la dernière partie de notre exploration, qu'on pourrait appeler la révolution silencieuse. L'utilisation de l'IA pour sauver le secteur des OMG. Les long-term profits, comme on les appelle. Oui, les profits à long terme, l'impact social. Et là, il y a une situation vraiment absurde. D'un côté, on a des ONG africaines qui font un travail de terrain vital, mais qui meurent de faim financièrement. Ouais, par manque de financements locaux. Et de l'autre, on a des bailleurs de fonds mondiaux, genre l'Union européenne ou les agences de l'ONU, qui ont des milliards de nouveaux fonds climatiques, des obligations à impact social. L'argent est là. Mais le processus de demande est devenu un cauchemar technocratique. Ces grands bailleurs ont digitalisé leurs procédures avec des critères d'évaluation de plus en plus pointus. Pour imager la situation, c'est comme si une petite équipe avait le remède parfait contre une maladie locale dévastatrice. D'accord. Mais pour avoir le droit de le distribuer, ils doivent rédiger une demande de subvention dans un dialecte ultra complexe que seuls quelques bureaucrates internationaux à Genève comprennent. C'est exactement ça, une barrière de sophistication. Et c'est là que l'IA intervient comme un vrai traducteur universel pour briser cette barrière. On a l'exemple de la plateforme Nova AI, fondée par Ferial Morabi à Beyrouth. Une initiative brillante. Comment ça fonctionne exactement sur le terrain, ce genre de plateforme? Eh bien, ça automatise la rédaction des propositions de financement. L'algorithme prend les données brutes du projet de la petite ONG et les formate instantanément pour qu'elles correspondent parfaitement aux grilles d'évaluation complexes des bailleurs.
Ça démocratise totalement l'accès à l'expertise. Complètement. C'est vital parce que la diversification des ressources aujourd'hui, ce n'est plus une option pour ces ONG face à l'instabilité mondiale. Surtout qu'il y a de l'argent qui dort, non? Des milliards. Les budgets de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, des grands groupes présents au GITEX, ce sont des sommes colossales qui restent inexploitées, juste parce que les petites ONG manquent de cette sophistication numérique pour présenter leurs dossiers. Donc l'IA vient égaliser les chances, et on voit d'ailleurs que ça bouge vite, puisqu'il y a l'événement AI for Impact 2026, organisé par Epic Leaders et Innova AI, prévu à Casablanca le 10 avril, soit juste après la clôture du GITEX. Ce qui montre bien les dynamiques. On passe directement de l'infrastructure macroéconomique à l'impact social concret en quelques jours d'intervalle. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, si on fait la synthèse de cette plongée? Le GITEX Africa 2026 nous prouve de manière éclatante que le continent ne subit absolument pas l'intelligence artificielle. Non, il en est devenu un acteur majeur. Qu'il s'agisse de construire des data centers souverains, d'inventer le cinéma vertical africain ou de financer des ONG de manière chirurgicale, l'Afrique opère comme un véritable laboratoire mondial d'innovation à ciel ouvert. Et c'est une leçon pour le reste du monde, vraiment. Pour ceux qui nous écoutent, il faut bien réaliser que cette accélération technologique, ces changements tous les 2 ou 3 jours, c'est notre réalité globale maintenant. C'est clair. L'adaptabilité viscérale dont fait preuve cette jeunesse africaine, c'est carrément une leçon de survie pour l'économie numérique moderne. On va tous devoir s'y mettre, d'une manière ou d'une autre. Et ça m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice, mais je la pose là pour notre auditoire. Si une petite ONG ou un jeune entrepreneur en Afrique peut aujourd'hui utiliser l'IA pour concurrencer des acteurs mondiaux, capter des financements climatiques complexes et créer de nouvelles industries, Ouais. à quelle vitesse nos propres compétences et nos propres emplois actuels deviendront-ils complètement obsolètes si nous refusons nous aussi d'embrasser cette technologie comme un outil du quotidien? C'est la grande question. Une question d'adaptabilité, tout simplement? Eh bien, ça donne de quoi réfléchir. C'était un vrai plaisir de plonger au cœur de ces sources passionnantes avec toi aujourd'hui. On invite tous ceux qui nous écoutent à garder cet esprit critique et curieux face aux changements à venir. À très vite pour une prochaine exploration